Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 9h ici à Bamako, la même heure à 40, c'est dans le Mandi. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali, actualité, les titres. À écouter au début de ce journal, Mamadou Timbo, procureur général de la Cour suprême, interrogé par Nohom Sissoko, son intervention portera sur un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux. À suivre également le compte-rendu du point de presse animé hier par le groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles du Mali. Le groupement dénonce les allégations sur une prétendue attribution des marchés de gré à gré à leur organisation. Et en fin de journée, nous serons en direct avec Famourou Djourté pour la page sport. Focus Santé, on s'intéresse aujourd'hui au glaucome, une maladie oculaire et qui constitue la première cause de cécité chez l'adulte. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. La Focus, dans ce journal, les autres personnalités civiles et militaires sont pénalement poursuivies par la Cour suprême sur la question des informations contradictoires attribuées au procureur général de la Cour suprême circulent sur les réseaux sociaux. Le procureur général de la Cour suprême apporte un démenti au communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par des individus qui veulent nuire au travail de la justice. Il est aussi revenu sur les mandats d'arrêt internationaux lancés contre certaines personnes. Pour plus de précisions, écoutons Mamadou Timbo, procureur général de la Cour suprême. Il est au micro de Nohom Sissoko. Suite à notre communiqué numéro 2 du 6 septembre 2022, il est écrit ceci. Le procureur général de la Cour suprême du Mali a l'honneur de communiquer comme ci-après. Il nous revient que des personnes propriétaires poursuivis ou susceptibles d'être poursuivis pénalement choisissent de mettre en vente sur le marché leurs biens immobiliers, notamment dans l'espoir de les faire échapper à des saisies judiciaires. Dans un tel contexte, il nous est pleinement agréable d'attirer l'attention du public sur le risque encouru par les acquéreurs de tels biens, étant donné qu'en faire l'acquisition, en qualité d'acheteur notamment, expose très certainement ceux-ci aux mêmes poursuites pénales que les vendeurs indélicats. Il convient dès lors de faire attention aux transactions proposées par des personnes impliquées ou susceptibles d'être impliquées dans des poursuites pénales et de faire preuve à la fois de prudence et de vigilance. Ça, c'est le communiqué numéro 2 qui date du 6 septembre que nous avons émis. Alors, certaines personnes malveillantes ont estimé nécessaire de faire un contre-communiqué. Compte tenu de ce faux communiqué-là, d'avoir un communiqué numéro 34, procureur général Cour suprême du Mali, est daté du 8 septembre 2022. Ce communiqué n'est ni signé ni cacheté de notre part. Et pourtant, le contenu fait croire que c'est le procureur général qui est en train de se dédire, qui est revenu sur le communiqué numéro 2 pour dire qu'il s'est trompé. Il y a une mise au point à faire. Ce communiqué-là est à condamner. À la mesure où ce communiqué dit que c'est le procureur général de la Cour suprême qui apporte un démenti formel au sujet de ce fameux communiqué numéro 2 qui n'est ni de lui ni de son cabinet. Dans le cadre de l'information judiciaire qui suit son cours au niveau de la Cour suprême ici devant la chambre d'instruction, un pouvoir légal a été utilisé par le magistrat instructeur, n'est-ce pas, qui est de lancer des mandats d'arrêt, comme la loi l'a dit, contre des personnes qui résident à l'étranger ou qui sont en fuite, alors qu'ils sont inculpés dans les poursuites pénales, n'est-ce pas, pendantes au niveau du cabinet d'instruction. C'est ainsi que nous avons lancé, à la date du 7 avril 2022, un premier mandat d'arrêt contre un ancien
un ancien ministre ou bien un ancien secrétaire général de la présidence de la République, n'est-ce pas? Il est impliqué dans des dossiers, n'est-ce pas, de poursuites pénales. Tout récemment, on a lancé 4 autres mandats d'arrêt internationaux visant 3 ministres et puis un ancien banquier. Donc jusqu'à présent, la justice n'a pu mettre la main sur aucune de ces personnalités poursuivies-là. Mais nous suivons la situation de très près. Voilà à l'instant les précisions de Mamadou Timbo, procureur général de la Cour suprême. Fin de la visite du ministre délégué chargé de l'action humanitaire et de la solidarité des réfugiés et des déplacés à Bougouni. Le ministre Oumarou Diarra a rencontré les partenaires évoluant dans l'humanitaire. Il a également remis des matériels médicaux à travers la fondation 221 d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA. Bougouni, Jafaraïdra. En marge du lancement de la formation des 300 jeunes de l'Association des jeunes musulmans du Mali, le ministre Oumarou Diarra a d'abord visité les vestibules de la chefferie traditionnelle de Bougouni avant de rencontrer les services techniques relevant de son département, les ONG et les partenaires évoluant dans le domaine de l'humanitaire dans la région de Bougouni. Les échanges ont porté entre autres sur la spécificité des actions menées de chaque ONG sur le terrain. Oumarou Diarra, ministre délégué en charge de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. Le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, nous a laissé des messages très importants. Que tout ce qui peut nuire à la sécurité de nos populations, à la souveraineté de l'État malien, doit être combattu. Donc pour cela, il s'agissait d'échanger avec ses partenaires humanitaires, ses acteurs humanitaires, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, à travers l'accord cadre qui les lie à l'État malien, ils doivent inscrire l'ensemble des actions qu'ils mènent dans la région de Bougouni sous le leadership du gouverneur de la région. Cette visite a permis au ministre, à travers la Fondation 221, de remettre des matériels médicaux d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA, un geste hautement apprécié par les autorités administratives et sanitaires de la région de Bougouni. Oumarou Diarra, ministre délégué en charge de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. La Fondation 221 a voulu renforcer la capacité du CCRF de Bougouni et d'autres communes à travers une importante donation de matériels médicaux, de consommables et autres. Fin de la formation de 1500 jeunes pour lutter contre la désinformation, une initiative bien sûr du Jalon avec l'appui de l'ambassade des États-Unis. Saloum Konaté. Ils sont composés de journalistes, de blogueurs et d'étudiants. Ils viennent de recevoir leurs attestations après 2 ans de formation sur les techniques de détection et de vérification de fausses nouvelles. Cette formation est une initiative du Jalon Média spécialisée en fact-checking en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Lassine Niangali, coordinateur du projet Jalon. Le projet a été mis en œuvre durant 2 ans. Nous avons réussi à organiser à Bamako, Koulikoro, Ségou, au total 37 sessions de formation sur une prévision de 35. 965 personnes ont été formées aux techniques de vérification des faits, communément appelées le fact-checking, parmi lesquelles 277 sont des journalistes, des professionnels de la presse écrite, presse en ligne. Les 688 sont des élèves, des étudiants, dont des étudiants des écoles de journalisme. Modibo Foufana, président de l'association des professionnels de la presse en ligne au Mali. Le Jalon a associé Appel Mali du début jusqu'à la fin. Et je suis persuadé que nous avons joué pleinement notre rôle à accompagner les jalons.com pour la réussite de ce projet de formation de 1000 jeunes, qui est également le mien en tant que fêtière de la presse en ligne au Mali. Le directeur général de l'ORTM salue les initiateurs du projet qui, selon lui, est le bienvenu vu la situation actuelle du pays. Hassan Baba Djomele, directeur général de l'ORTM. C'est vraiment avec beaucoup d'intérêt que nous avons participé à ce programme. Le programme, dans un premier temps, s'est tenu à l'ORTM Bamako, faire la différenciation entre les fausses et les vraies nouvelles. Cette ère, ce n'est pas facile. Ce qui est important pour nous, c'est justement de donner quelques clés à nos animateurs et à nos journalistes
pour leur permettre de faire une certaine différenciation. Selon l'ambassadeur des États-Unis, rien n'est plus dangereux qu'un journaliste mal formé. Denis B. Ankissa, ambassadeur des États-Unis au Mali. Et je pense que c'est une testimony de l'importance de la presse professionnelle, mais aussi l'expression de comment les membres de la presse professionnelle malienne comprennent l'importance de faire bien le travail. On a bien noté que dans ces jours, il y a assez d'informations, mais souvent les fausses informations. Et c'est difficile pour un journaliste, parce que je sais qu'il y a toujours la compétition d'être le premier avec les informations, mais est-ce que ces informations sont la vérité ou faux? Coordinateurs comme panélistes, tous ont salué l'ambassade des États-Unis qui a contribué à la réussite de ce projet. Le groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles du Mali a animé hier un point de presse. Il s'agit pour ces distributeurs de dénoncer les allégations sur une prétendue attribution des marchés de gré à gré à leur organisation. Pour plus de précision, écoutons Yacouba Djaram, secrétaire général du groupement. Il est au micro de Mamadou Fani. On a voulu donner notre part de vérité dans ce qui s'est dit dans ces derniers temps à propos des engrais, surtout les engrais subventionnés au niveau du Mali. Il est dit que dans ces derniers temps, les marchés ont été attribués gré à gré 17 milliards. C'est des informations dont les gens n'ont pas très bien vérifié. Et dans notre groupement, il y en a des sociétés, des entreprises qui ont participé dans l'exercice de la subvention de cette année. Chaque année, il y a des appels d'offres qui sont organisés et nous avons toujours participé à l'appel d'offres. Chaque fois que nous sommes retenus, nous participons à la distribution d'engrais. Nous avons nos notifications ici. Dire que ces marchés nous ont été attribués gré à gré, c'est de fausses allégations. Et ceux qui profèrent ces informations n'ont même pas de connaissances dans le domaine. 17 milliards, c'est l'ensemble de la subvention que l'État octroie aux producteurs à titre de subvention dans l'année. Ces 17 milliards, c'est surtout l'étendue du territoire malien de Caille à Kidal, y compris l'Office du Niger. Ce sont ces-ci que nous avons voulu éclaircir, sans pourtant avoir la prétention de répondre à qui que ce soit. Actualité hors de nos frontières, l'Algérie a procédé à une nouvelle vague d'expulsion d'Africains subsahariens. Près de 800 migrants, principalement des Nigériens, ont été renvoyés cette semaine vers le Niger. Ils se trouvent actuellement à Agadez, dans le nord du pays. Parmi eux, plusieurs dizaines de mineurs isolés ou séparés de leurs familles. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby a de nouveau tendu la main à ceux qui boycottent toujours le dialogue national inclusif. Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, s'est exprimé hier soir à la télévision nationale. Il a indiqué que les portes restaient ouvertes à tous les partis et organisations qui souhaitent se joindre au forum. C'est des propos tenus alors que le week-end a été marqué par des heures entre les militants du parti d'opposition, les transformateurs et la police à la suite de la convocation vendredi du leader du parti Succès Masra par la justice. Pour terminer cette page internationale, en Afrique du Sud, suspendre la médiatrice de la République était inapproprié. C'est la décision d'une cour de justice qui s'oppose à la décision du président Cyril Ramaphosa. Une décision inappropriée car elle intervenait juste après l'ouverture d'une enquête contre le chef de l'État dans une affaire de possible dissimulation d'argent qui remonte au mois de juin. 9h passées de 14 minutes à présent, la page sport et c'est avec vous, Famrou Djourté. Bonjour. Bonjour, Foussène Tounkara. La commune 4 est en finale pour la deuxième fois d'affilée et son adversaire sera connu aujourd'hui.
Oui, ce sera à l'issue de la seconde demi-finale qui mettra aux prises la commune 6 et Kati à 16h au stade de Mamadou Konati. Une rencontre qui promet beaucoup vu la qualité des deux équipes qui vont se croiser. La commune 6 est sortie première du groupe B avec 3 victoires en autant de matchs et elle a été finaliste dans cette même compétition l'année dernière. Face à elle se dresse une équipe de Kati qui a tenu en échec d'entrée du jeu le tenant du titre, la commune 4, et elle a remporté la première édition de la Supercoupe colonel Assimi Goïta. C'était en 2021. Alors, qui de la commune 6 et Kati rejoindra la commune 4 en finale? La réponse, c'est cet après-midi au stade Mamadou Konati. Le tenant du titre, faut-il le rappeler, la commune 4 a battu hier la commune 3 par 3 buts à 2. Compétition interclub de la CAF, le Djolibassi a été battu 2 buts à 0 en Guinée équatoriale par Deportivo Mongomo. Oui, c'est tout au compte du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Rouges de Bamako ont concédé l'ouverture du score très tôt avant de prendre un second but en deuxième période, 2 à 0 pour le Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale avant le match retour ici à Bamako dimanche prochain. Le Djolibassi a certes trébuché, mais il n'est pas encore tombé. Il va falloir serrer la ceinture et cravacher dur pour inverser la situation au match retour dans une semaine au stade du 26 mars. Avant la match retour du Djolibassi, l'AS Real de Bamako joue mardi à Cotonou contre l'AS Douane de Ouagadougou au compte du match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. La Renaissance sportive Berkane est heureux vainqueur de la Supercoupe CAF. Dans une finale à 100% marocaine, la Renaissance Berkane a pris le meilleur sur le Wydad Athletic Club pour s'adjuger la Supercoupe CAF. Le vainqueur de la Coupe CAF s'est imposé 2 à 0 devant celui de la Ligue des Champions. Donné favori dans ce match, le Wydad, gêné par un adversaire très bien organisé, n'a jamais su prendre la mesure du match. Les Rouges et Blancs vont d'ailleurs se faire surprendre dès la 32e minute sur un but de Sharki El Bari. En seconde période, la Renaissance va enfoncer le clou grâce à un deuxième but de El Moudana qui fait le break. Le score ne bougera plus. La Renaissance Berkane succède ainsi à Al-Ahly d'Égypte et remporte sa première Supercoupe CAF. Pour terminer, tennis, US Open, Jaber rate encore le sacre. Oui, deuxième finale du Grand Chelem et deuxième défaite pour Ons Jabeur. La Tunisienne s'est inclinée en finale de l'US Open ce samedi. La numéro 5 mondiale a perdu face à la Polonaise Iga Swiatek en 2-7, 6-2, 7-5. La numéro 1 mondiale a dominé la rencontre de bout en bout et la Tunisienne a fait un début de match catastrophique. Au bord des larmes, Ons Jabeur passe à côté d'une deuxième finale du Grand Chelem cette saison. Merci Famoudou Djourté pour ces informations. Focus santé. Maux de tête, baisse de vision, pupille dilatée, ce sont là quelques signes annonciateurs du glaucome, maladie oculaire qui peut prendre différentes formes. Le glaucome constitue, je vous le disais dans le titre, la première cause de cécité chez l'adulte. Le glaucome, une pathologie chronique récitante et certes mais contrôlable, nous dit Barakissa Ouattara. Le glaucome de Maïmouna Soumbounou a été détecté il y a plus de 30 ans, mais c'est en 1996 qu'elle perdra définitivement la vue. Un jour, j'étais sur la route, on dirait que c'est quelqu'un qui a mis du sable dans mes yeux. Mes larmes ont commencé à couler, les yeux me grattaient, ça me brûlait. J'ai fait un jour comme ça, le deuxième jour, je suis allée à l'Oyota. Il y avait un docteur qui était là-bas, qui s'appelle Dr Ba. C'est lui qui m'a fait les consultations. Il m'a donné les résultats qui c'est les tensions glaucome. C'est la pathologie la plus fréquente en ophtalmologie. Le glaucome, cette maladie de l'œil toucherait plus de 20 millions de personnes dans le monde selon l'OMS. Ici, au Mali, on compte 5 millions de personnes. Il est le plus souvent causé par une pression trop importante à l'intérieur de l'œil, conduisant à une perte irréversible de la vision. Dr Modibo Sissoko, spécialiste en ophtalmologie au CHU Yota. Il y a différents types de glaucome. Donc, le glaucome peut se voir chez l'enfant. C'est ça qu'on appelle le glaucome congénital. Ça peut se voir également chez l'adulte. Donc, très généralement, chez l'adulte, c'est le glaucome primitif à angle ouvert. Donc, si on prend chez l'adulte, le glaucome primitif à angle ouvert, il y a beaucoup de facteurs.
Donc, c'est surtout l'hérédité qui joue énormément un rôle crucial dans la survenue du glaucome. Par exemple, si un glaucomaté dans la famille, donc la descendance peut avoir le glaucome. Raison pour laquelle on dit aux gens de faire un dépistage précoce. Maïmouna Soumounou, malade de glaucome. J'ai un petit frère qui est là-bas. Lui, il a même fait le DEF. Il a fait 2 ans à l'ITES. Après 3e année maintenant, un jour aussi, quand lui aussi il partait à l'école, il a eu le cas comme mon cas. Mais pour lui, vraiment, ça ne va pas du tout. L'âge, la myopie, le diabète, l'hypertension ou des antécédents obstétricaux sont des facteurs de risque du glaucome. Dr Modibo Sissoko, spécialiste en ophtalmologie au CHU Utah. Surtout au cours de l'accouchement. Est-ce que l'enfant a eu une souffrance fœtale? C'est vraiment à fuir. Est-ce que les conditions de l'accouchement sont respectées? Est-ce qu'il y avait des infections nosocomiales? Le glaucome se développe sans douleur. Les symptômes arrivent généralement très tard dans la maladie, ce qui veut dire que lorsque les troubles de vision apparaissent, c'est qu'il est fort probable qu'il soit trop tard, d'où l'intérêt de faire un dépistage précoce. Dr Modibo Sissoko, spécialiste en ophtalmologie au CHU Utah. Si on prend sur la diète par exemple, le glaucome, on dit que c'est une atteinte campimétrique, une atteinte du champ visuel. Donc ça entraîne une baisse d'acuité visuelle progressive. Donc cette baisse d'acuité visuelle peut évoluer sur des mois, voire des années. Mais c'est chez l'enfant, le signe caractéristique chez l'enfant, c'est surtout les larmoiements. Et vous allez voir que l'enfant a des gros yeux. Donc c'est ça qu'on appelle la biphtalmie. Le signe caractéristique même du glaucome, c'est l'apparition d'une excavation de la tête du nerf optique. Donc qui dit excavation, dit une dégradation d'une partie du nerf optique. Tout compte fait, le traitement s'impose. Il repose sur la prise de médicaments, la chirurgie ou sur le traitement au laser. Dr Modibo Sissoko, spécialiste en ophtalmologie au CHU Utah. À un stade très avancé du glaucome, malgré que les patients ne voient pas, on est obligé de traiter. Parce que le glaucome, si on ne traite pas, ça peut entraîner une élévation de la tension oculaire. Qui dit élévation va s'accompagner de douleurs. Donc, raison pour laquelle le traitement s'impose. Maïmouna Soumounou, malade de glaucome. Parce que j'ai fait le traitement pendant 15 ans. Je prenais un produit, Timoctol 0,50 avec le Diamox. Mais il y avait un moment où j'ai eu des problèmes, je n'avais pas d'argent pour acheter les produits. Et mes yeux sont captés comme ça. Bien vrai que le glaucome ne fait pas de discrimination, il a tout de même une prédominance sur le sujet noir. Il est 4 à 5 fois plus présent en Afrique qu'à l'Occident. Et cela s'explique par la prédisposition génétique des Noirs qui ont naturellement une tension oculaire un peu plus élevée selon le spécialiste. 9h passées de 22 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Absé Traoré a assuré la connexion technique. Une édition réalisée par Ousmane Dao et Aziz Koulibaly assure la mise en ligne. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à vous. Que le bon Dieu nous assiste.